Avertissement. Plusieurs passages de cette nouvelle contiennent des descriptions impliquant le deuil et le décès d'enfants qui peuvent heurter la sensibilité de certains auditeurs. Afin de respecter les règles de cette plateforme, cette lecture vous est proposée dans une version adaptée. Vous pouvez cependant écouter l'intégralité du texte original sur mon site. Le lien figure en description, ainsi qu'en fin de vidéo. Recommandé par Stephen King, une nouvelle de Michael Lewis, La Cargaison. Je rêvais d'une cargaison. Des milliers de caisses emplissaient la soute de l'avion, toutes de ce pain brut qui vous plante des échardes à travers les gants de travail. Elles étaient imprimées de chiffres mystérieux et d'étranges acronymes qui brillaient d'un éclat rouge sombre. Quoique censées renfermer des pneus de Jeep, certaines étaient aussi grandes qu'une maison et d'autres aussi petites qu'une bougie de moteur. Des sangles évoquant celles d'une camisole de force les fixaient à des palettes. Je tentais de les examiner toutes, mais il y en avait trop. Un bruit de frottement grave résonna quand elles glissèrent puis basculèrent vers moi. Il m'était impossible d'atteindre l'interphone pour prévenir le pilote. La cargaison appuyait sur moi un millier de petits doigts pointus, tandis que l'avion roulait. Elle m'écrasait à mort, alors même que nous plongions et que nous nous écrasions et que, dans l'interphone, retentissait à présent une espèce de hurlement. Mais j'entendais aussi un autre son en provenance de la caisse la plus proche de mon oreille. Quelque chose s'agitait à l'intérieur, quelque chose de détrempé, de souillé, quelque chose que je ne voulais pas voir, mais qui voulait sortir. Le bruit se métamorphosa en celui d'une planchette porte-papier heurtant l'armature métallique de ma couchette dans le baraquement. Mes yeux s'ouvrirent tout grands. L'aviateur, arrivé de fraîche date dans le pays, à en juger par la sueur qui bordait son col, se tenait au-dessus de moi, la tablette à la main, tentant de déterminer si j'étais du genre à lui arracher la tête parce qu'il faisait son travail. « Sergent Davis, dit-il, on a besoin de vous tout de suite, dans les hangars. » Je m'assis et m'étirai. Il me tendit la tablette et le manifeste qui était accroché. Un vieil hélico HU-53 avec équipage, mécanicien, personnel d'assistance médicale, à transporter vers une destination nouvelle. L'aéroport Tenerife ? C'est à proximité de Georgetown, en Guyana. Comme je lui lançai un regard vide, il continua. Une ancienne colonie britannique, autrefois Tenerife, était la base aérienne, militaire, Atkinson. Quelle est la mission ? C'est une évacuation médicale massive d'expatriés d'un patelin qui s'appelle Johnstone. Des Américains en péril ? J'avais consacré une bonne partie de ma carrière dans l'armée de l'air à emporter des Américains loin du péril. Cela dit, c'était sacrément plus satisfaisant que de transporter des pneus de Jeep. Je remerciai l'aviateur et me hâtai d'enfiler une combinaison de vol propre. J'avais hâte de passer un nouveau Thanksgiving panamien à la base aérienne militaire Howard. 30 degrés, de la dinde farcie aux messes, le football à la radio des forces armées et un congé assez long pour me saouler correctement. Nous effectuons régulièrement le grand saut depuis les Philippines où passagers comme cargaison étaient de bonne composition. Et à présent, voilà ce qui nous tombait dessus. En tant que chef de soute, on s'habituait aux interruptions. Le C-141 Starlifter, le plus gros avion cargo et transport de troupes du Military Air Command, pouvait embarquer 30 tonnes de cargaison ou 200 soldats en tenue de combat et les emporter n'importe où dans le monde. Aussi longue qu'un demi-terrain de football, ses ailes haut perchées et orientées vers l'arrière pendaient au-dessus du tarmac, évoquant celle d'une chauve-souris. Avec sa queue en T dressée, ses portes en forme de pétales et sa rampe de chargement intégrée, le Starlifter n'avait pas son pareil pour déplacer une cargaison. Mon boulot de chef de soute, mi-hôtesse de l'air, mi-déménageur, consistait à la ranger et à la caler aussi solidement que possible. Une fois tout à bord, avec mes fiches de poids et d'équilibre remplies,
Le même aviateur revint me trouver alors que j'engueulais l'équipe au sol panaméenne pour avoir laissé une éraflure sur le fuselage. « Sergent Davis, changement de programme !» me cria-t-il par-dessus le ronflement aigu du chariot élévateur. Et il me tendit un autre manifeste. Davantage de passagers ? Des passagers différents. L'équipe médicale reste ici. Il marmonna quelques mots inintelligibles à propos d'un changement de mission. Qui sont ces gens ? Une nouvelle fois, j'eus peine à entendre sa réponse. Ou bien je l'entendis parfaitement, mais compte tenu du trou qu'elle me forait à l'estomac, j'eus envie qu'il la répète, envie de la comprendre de travers. « Service des tombes !» cria-t-il. C'était bien ce qu'il me semblait avoir entendu. Tenerife était un aéroport de tiers-monde typique, assez grand pour qu'un 747 y atterrisse, mais semé de nids de poules et encombré de huttes en tôle rouillée. La jungle basse qui entourait la piste semblait n'avoir été repoussée qu'une heure plus tôt. Des hélicoptères bourdonnants ne cessaient d'atterrir et de décoller tandis que des militaires américains grouillaient sur le tarmac. Je compris alors qu'il y avait un gros problème. Hors de l'avion, la chaleur qui montait de l'asphalte menaça de faire fondre les semelles de mes bottes avant même que je n'aie mis en place les cales des roues. Une équipe de GIs américains s'approcha, pressée de décharger et d'assembler l'hélico. L'un d'eux, torse nu, la chemise nouée autour de la taille, me tendit un manifeste. « Ne prenez pas vos aises, dit-il. Dès que l'hélico est dégagé, on vous charge. » Il eut un signe de tête par-dessus son épaule. Je me tournai vers le taxiway miroitant. Des cercueils. Des rangées et des rangées de boîtes funéraires en aluminium terne luisaient sous l'impitoyable soleil tropical. Je les reconnus pour les avoir vus lors de mes vols au départ de Saïgon, 6 années plus tôt, mes premiers en tant que chef de soute. Un petit soubresaut agita mes entrailles. Peut-être parce que je n'avais pas dormi, ou bien parce que je n'avais pas transporté de Maccabée depuis quelques années. Quoi qu'il en soit, je déglutis à peine avant de jeter un coup d'œil à la destination Dover, Delaware. L'équipe au sol chargeait à bord une unité toilette-cuisine propre quand j'appris que nous aurions 2 passagers pour le vol à venir. Le premier était un jeune homme aux cheveux noirs hérissés qui paraissait à peine sorti du lycée. Son treillis de camouflage trop grand, lavé, amidonné, portait des galons d'aviateur de première classe. « Bienvenue à bord », lui dis-je en lui offrant mon aide pour franchir les coutilles de l'équipage. Il s'écarta avec brusquerie, manquant de se cogner la tête contre l'encadrement bas. Je pense que s'il y avait eu assez de place, il aurait bondi en arrière. Son odeur frappa mes narines, forte, médicinale. Vicks, Vaporub. Derrière lui, une infirmière militaire sèche et professionnelle dans son allure, sa tenue et ses gestes monta elle aussi à bord sans assistance. Je la considérais d'un regard égal, reconnaissant en elle un membre d'un groupe qu'à mes débuts j'avais régulièrement convoyé de Clark dans les Philippines, à Da Nang et retour. Un lieutenant au regard d'acier et aux cheveux gris. Elle m'avait signalé en termes non équivoques plus d'une fois que n'importe quel gamin idiot en échec scolaire aurait pu faire mon travail mieux que moi. Le nom qui figurait sur son uniforme était Pembry. Elle posa la main dans le dos du jeune homme et le guida vers les sièges. Si elle me reconnut aussi, elle ne sembla rien paraître. « Asseyez-vous où vous voulez, » leur dis-je. « Je suis le sergent Davis. Nous décollerons dans moins d'une demi-heure, donc mettez-vous à l'aise. » L'aviateur se figea. « Vous ne m'aviez pas prévenu, » reprocha-t-il à l'infirmière. La soute du Starlifter évoque de très près une chaufferie, avec tous les tuyaux de chauffage, de refroidissement et de pression exposés plutôt que dissimulés, comme dans un avion de ligne. Les cercueils s'y entassaient d'un bout à l'autre sur 2 rangées, délimitant une allée centrale. Il y en avait tantôt 60, empilés par 4. Des filets jaunes les maintenaient en place. Derrière eux,
Le soleil disparut à notre vue quand l'écoutille de la soute se ferma, nous laissant dans une pénombre embarrassante. « C'est le moyen le plus rapide de vous ramener chez vous », déclara l'infirmière d'une voix neutre. « Vous voulez rentrer chez vous, n'est-ce pas ?» Le garçon baissa la voix et répondit sur un ton aussi choqué que craintif. « Je ne veux pas les voir. Je veux un siège, dans le sens de la marche. » S'il avait regardé autour de lui, il aurait constaté qu'il n'y en avait aucun. « Tout va bien, » reprit l'infirmière en le tirant à nouveau par le bras. « Ils rentrent chez eux, eux aussi. »« Je ne veux pas les voir, » répéta-t-il alors, qu'elle le poussait jusqu'au siège le plus proche d'un des petits hublots. Puisqu'il ne faisait pas mine de boucler sa ceinture, Penbury se pencha et le fit pour lui. Il empoigna les accoudoirs comme la barre de sécurité d'un wagonnet de montagne russe. « Je ne veux pas penser à eux. »« Compris. » J'allais à l'avant éteindre les lumières, si bien que seules les veilleuses rouges jumelles révélaient désormais les longues boîtes métalliques. En revenant, j'apportai un oreiller au jeune homme. L'écusson de sa chemise ample l'identifiait comme Hernandez. Il me dit « Merci », mais ne lâcha pas les accoudoirs. Penbury se sangla sur le siège voisin du sien. Je rangeai leurs affaires, puis parcourus mon ultime checklist. Une fois en l'air, je fis du café sur le réchaud électrique de la cuisine. L'infirmière refusa, mais Hernandez en prit un peu. Le gobelet en plastique tremblait entre ses mains. « Vous avez peur en avion ?» demandai-je. Ce n'était pas si rare dans l'armée de l'air. J'ai de la dramamine. Je n'ai pas peur en avion, fit-il entre ses dents serrées, tout en regardant derrière moi les cercueils qui bordaient la soute. Ensuite, l'équipage. Aucun avion ne se voyait plus affecté, toujours le même comme autrefois. Le Military Air Command tirait une grande fierté d'avoir des hommes si interchangeables qu'un équipage dont les membres ne s'étaient encore jamais rencontrés pouvait être assemblé dans un aéroport et emmener n'importe quel Starlifter à l'autre bout du monde. Chacun de ces hommes connaissait mon travail comme je connaissais le leur sur le bout des doigts. Gagnant le cockpit, je trouvais tout le monde à son poste. Le mécanicien en second, penché au-dessus des instruments, occupait le siège le plus proche de la porte. Le 4 est en train de s'équilibrer. Restez à bas régime, dit-il. Je reconnus son visage de chien battu et son accent traînant de l'Arkansas, mais je n'aurais su dire où je l'avais vu. Après 7 ans à voler sur des Starlifters, j'avais dû croiser tout le monde à un moment ou à un autre. Il me remercia quand je posai le café noir sur la table. D'après sa combinaison de vol, il s'appelait Headley. Le chef mécanicien occupait le siège du milieu, celui qu'on réservait en général aux chapeaux noirs, les inspecteurs de mission, cauchemar de tous les équipages du Mac. Il demanda 2 sucres, puis se leva et regarda défiler le ciel bleu par le dôme du navigateur. « Restez à bas régime sur le 4, compris ?» répondit le pilote. C'était le commandant désigné de l'appareil, le copilote et lui, tellement typiques qu'ils auraient aussi bien pu être la même personne, mirent les 2 doses de crème dans leur café. On essaye de prendre des turbulences de vitesse, mais ce sera pas facile. Dites à vos passagers de s'attendre à être secoués. Ce sera fait, commandant. Autre chose ? Merci, monsieur Davis, ce sera tout. Bien, commandant. Enfin, j'allais pouvoir me reposer. Comme je partais m'allonger un moment sur une couchette réservée à l'équipage, je vis Penbury rôder autour de l'unité toilette, cuisine. « Je peux vous aider ? Vous cherchez quelque chose ? Une couverture supplémentaire ?» J'en tirai une du placard entre la cuisine et les latrines, les dents serrées. « Autre chose ? » ?»« Non, » dit-elle en chassant une poussière imaginaire de la couverture de laine. « Nous avons déjà volé ensemble, vous savez ? » ?»« Vraiment ?» Elle haussa un sourcil. « Je vous dois probablement des excuses. »« Ce n'est pas la peine, mon lieutenant, » dis-je en passant derrière elle pour aller rouvrir le réfrigérateur. « Je pourrais servir un repas pendant le vol un peu plus tard, si vous avez... » Elle me posa la main sur l'épaule, comme elle l'avait fait à Hernandez, ce qui retint mon attention. « Vous vous souvenez de moi ?»
Oui, mon lieutenant. J'ai été très dur avec vous pendant des vols d'évacuation. J'aurais aimé qu'elle cesse d'être aussi directe. Vous disiez ce que vous pensiez, mon lieutenant. Ça m'a permis de m'améliorer en tant que chef de soute. Tout de même. Ce n'est pas la peine. Pourquoi les femmes ne comprennent-elles pas que les excuses ne font qu'aggraver les problèmes? Très bien. La dureté de son visage fondit pour laisser la place à de la sincérité, et je compris soudain qu'elle avait envie de parler. Comment va votre patient? Il se repose. Pembury tentait d'adopter un ton badin, mais je savais qu'elle avait envie d'en dire plus. C'est quoi son problème? Il a été un des premiers à arriver, répondit-elle, et c'est le premier à partir. De Johnstone? C'était si terrible que ça. Retour direct à vos vieux vols d'évacuation. Son expression dure et froide lui revint instantanément. On s'est envolé de Dover sur l'ordre de la Maison-Blanche, 5 heures après que l'appel y est arrivé. Hernandez est secrétaire médical dans le service depuis 6 mois. Il n'était encore jamais allé nulle part, n'avait encore jamais vu un seul blessé, et voilà qu'il se retrouve dans une jungle sud-américaine avec des milliers de cadavres. 1 millier? Le compte n'y est pas encore, mais c'est le chiffre vers lequel on se dirige. Elle se frotta la joue du dos de la main. Tous ces enfants. Des enfants? Des familles entières. Ils ont tous pris du poison, une espèce de secte à ce qu'on m'a dit. Quelqu'un m'a raconté que les parents avaient d'abord tué leurs enfants. Je ne sais pas ce qui peut pousser quelqu'un à faire ça au sien. Elle secoua la tête. Moi, je suis resté à Tenerife pour organiser le triage. D'après Hernandez, la puanteur était inimaginable. Il a fallu pulvériser de l'insecticide sur les cadavres et les défendre contre des rats géants affamés. À ce qu'il m'a dit, on leur a ordonné de donner des coups de baïonnette dans les corps pour relâcher la pression. Il a brûlé son uniforme. Elle bougea les pieds pour conserver son équilibre quand l'avion eut un sursaut. Une sensation déplaisante s'insinua au fond de ma gorge, tandis que j'essayais de ne pas visualiser ce dont elle parlait. Je luttais pour retenir une grimace. Le pilote pense qu'on risque d'être secoué. Vous devriez vous attacher. Je la raccompagnai à son siège. Hernandez, vautré en travers du sien, la bouche ouverte, avait tout à fait l'air d'avoir perdu une bagarre dans un bar, une bagarre violente. Ensuite, je regagnai ma couchette et m'endormis. Demandez à n'importe quel chef de soute. Quand on a passé assez de temps en l'air, on en arrive à ignorer le rugissement des moteurs. On devient capable de dormir pendant à peu près n'importe quoi. Cependant, l'esprit se rebranche et s'éveille au moindre bruit inhabituel, comme lors du vol, Yakota, Emmeldorf, où une jeep détachée a percuté une caisse de plateau repas tout près. Des tranches de viande froides partout. J'aime autant vous dire que l'équipe au sol m'a entendu ce coup-là. Il n'y eut donc rien d'étonnant à ce que je sursaute en entendant hurler. Bondissant sur mes pieds, je quittai la cabine et contournai les toilettes avant d'avoir eu le temps de réfléchir. Pembury, hors de son siège, debout devant Hernandez. Elle en évitait les bras qui s'agitaient follement. Elle lui parlait sans s'énerver à travers le bruit du moteur. Lui, en revanche, n'avait rien de calme. « Je les entends ! Je les entends. Ils sont là-dedans, les enfants, tous les enfants. » Je posai la main sur lui, avec fermeté. « Calmez-vous. » Il cessa d'agiter les bras. Une expression honteuse envahit son visage. Ses yeux se rivèrent dans les miens. Je les entends chanter. Mais qui? Les enfants, tous les... Il eut un geste impuissant pour désigner les cercueils dans l'ombre. « Vous avez rêvé » affirma Pembury, dont la voix tremblait un peu. « Je suis tout le temps resté auprès de vous. Vous dormiez. Vous n'avez rien pu entendre du tout. »« Tous les enfants sont morts, insista-t-il. Tous, ils ne savaient pas.
Comment aurait-il pu savoir qu'il buvait du poison? Qui irait empoisonner ses propres enfants? Comme je lâchais son bras, il me regarda à nouveau. « Vous en avez, des enfants ?»« Non, répondis-je. Ma fille a 1 an et demi, m'apprit-il. Mon fils 3 mois. Il faut prendre bien garde à eux. Ça demande de la patience. Ma femme est très douée pour ça. » Je remarquai pour la première fois que la sueur coulait sur son front, sur le dos de ses mains. Mais je me démerde aussi, je veux dire, je tâtonne un peu, mais je ne leur ferai jamais de mal. Je les prends dans mes bras, je leur chante des chansons et si quelqu'un essayait de s'en prendre à eux, il m'empoigna par le bras qu'il avait maintenu. Qui irait donner du poison à ses enfants? Mais ce n'est pas votre faute, affirmai-je. Ils ne savaient pas que c'en était, ils ne savent toujours pas. M'attirant plus près, il me souffla à l'oreille. Je les ai entendus chanter. Et je veux bien être pendu si ces mots ne me firent pas monter un frisson dans l'épine dorsale. Je vais aller jeter un coup d'œil, lui dis-je en empoignant une torche électrique accrochée à la paroi avant de m'avancer dans l'allée centrale. J'avais une raison pratique d'enquêter. En tant que chef de soute, je savais que bruit inhabituel était synonyme de problème. J'avais entendu raconter l'histoire d'un équipage qui n'arrêtait pas d'entendre un chat miauler dans la soute. Mon homologue n'avait pas trouvé l'animal, mais estimait qu'il se montrerait quand on déchargerait la cargaison. Or, le miaulement provenait d'une barre de fixation affaiblie qui s'était pliée au moment où les roues avaient touché la piste, libérant 3 tonnes de matériel explosif, ce qui avait apporté un peu de piment à l'atterrissage. Les bruits curieux annonçaient des ennuis potentiels, et j'aurais été stupide de ne pas m'intéresser à celui-là. Je vérifiai toutes les boucles et tous les filets, m'accroupis, tendis l'oreille, cherchais des traces de déplacement, des sangles effilochées, tout ce qui pouvait sortir de l'ordinaire. J'examinais un côté de l'allée, l'autre au retour, et vérifiais même les portes d'embarquement de la cargaison. Rien. Tout était normal. Mon boulot impeccable, habituel. Quand je remontais l'allée pour retrouver mes passagers, Hernandez pleurait, la tête dans ses mains. Pembry, assise près de lui, lui frictionnait le dos d'une main, comme ma mère me le faisait autrefois. « Tout va bien, Hernandez ?» Je recrochai ma lampe au mur. « Merci », répondit l'infirmière à sa place avant d'ajouter « Je lui ai donné un Valium, il devrait se calmer. » « J'ai juste vérifié par sécurité, dis-je. À présent, reposez-vous un peu, tous les deux. » Je retournai à ma couchette et la trouvai occupée par Hedley, le mécanicien en second. Prenant celle d'en dessous, je ne parvins pas à m'endormir aussitôt. Je tentais de ne pas songer à la raison pour laquelle les cercueils se trouvaient dans mon avion. Cargaison était un euphémisme. Du plasma sanguin aux explosifs, des limousines des services secrets aux lingots d'or, on emballait et on transportait n'importe quoi parce que c'était notre job, voilà tout. Et tout ce qu'on pouvait faire pour accélérer le mouvement était important. Ce n'est qu'une cargaison, me dis-je. Cependant, des familles entières s'étaient suicidées. J'étais heureux de les sortir de la jungle pour les ramener à leurs proches, mais les médecins arrivaient là les premiers. Tous les gars qu'on avait vus au sol, mon équipage même, nous arrivions trop tard pour faire plus que cela. J'avais une envie vague, un peu troublante, d'avoir des enfants, et qu'on en tue me foutait en rogne. Mais les parents avaient fait cela volontairement, n'est-ce pas? Incapable de me détendre, je trouvais un vieux numéro du New York Times plié dans la couchette. La paix au Moyen-Orient de notre vivant, annonçait-il dans un article illustré d'une photo du président Carter et d'Anwar el-Sadat en train de se serrer la main. J'étais sur le point de m'assoupir quand je crus entendre Hernandez crier à nouveau. Je me forçais à bouger mon cul. Pembry, debout, avait les mains pressées sur la bouche. Je m'approchais d'elle et lui écartais du visage, croyant qu'Hernandez l'avait frappé, cherchant des traces. Il n'y en avait pas. Par-dessus son épaule, je vis le jeune homme rifté à son siège, les yeux collés à l'obscurité comme à un téléviseur couleur en négatif. « Que s'est-il passé? Il vous a frappé ?»« Il les a entendus encore » bredouilla l'infirmière en portant une nouvelle fois la main à son visage.
Vous, vous devriez retourner voir. Vous devriez vérifier. » L'avion s'inclina, ce qui la déporta un peu vers moi. Comme je me retenais en lui prenant le coude, elle s'effondra contre moi. Je lui lançai un regard neutre. Elle détourna les yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» interrogeai-je à nouveau. « Je les ai entendus aussi ?» dit-elle. Je tournai les yeux vers l'allée obscure. « À l'instant ?»« Oui. Et c'était, comme il a dit, des enfants qui chantent. » Je réalisais que j'étais bien près de la secouer. Étaient-ils tous les deux devenus fous ? « Des enfants qui jouent, » répondit-elle, « comme des bruits de cours de récréation, vous voyez, des enfants qui jouent. » Je me creusais la tête en cherchant quel objet ou assemblage d'objets, une fois fourré dans un C-141 Starlifter et emporté à 39 000 pieds au-dessus de la mer des Caraïbes, émettrait un bruit d'enfant en train de jouer. Hernandez changea de position, ce qui attira l'attention de Pembry comme la mienne. Avec un sourire vaincu, il nous déclara « Je vous l'avais bien dit. »« Je vais aller voir ça, » leur dis-je. « Laissez-les jouer, » dit le jeune aviateur. « Ils veulent seulement jouer. Ce n'est pas ce que vous vouliez, vous, quand vous étiez petit ?» Je me souvenais de mon enfance agitée, d'étés interminables, de promenades à bicyclette, de genoux à vif et de retours à la maison au crépuscule avec ma mère qui disait « Regarde comme tu es sale !» Les équipes d'évacuation lavaient-elles les cadavres avant de les mettre dans les cercueils ? « Je vais trouver ce qui fait ce bruit, » assurai-je, avant de décrocher à nouveau la torche électrique. « Restez là. » Tiré reparti de l'obscurité qui limitait mon champ de vision, je me concentrais sur ce que j'entendais. Les turbulences s'étaient alors apaisées. Aussi n'utilisais-je ma lampe que pour éviter de trébucher sur les filets à cargaison. Je guettais le moindre bruit nouveau ou inhabituel. Il n'y avait pas qu'une seule source, c'était forcément une cargaison, et les sons de ce genre-là ne s'interrompent en aucun cas pour recommencer un peu plus tard. Une fuite de carburant ? Un passager clandestin ? L'idée d'un serpent ou un autre animal de la jungle tapi dans les caisses métalliques aiguisait tous mes sens et ravissait le souvenir de mon rêve. Près des portes à cargaison, j'éteignis ma lumière et tendis l'oreille. L'air pressurisé, 4 turboréacteurs, des grincements, des sangles qui claquaient. Et puis, autre chose. Au bout d'un moment, distinctement, un son monta, d'abord sourd et vacillant, semblant venir du fond d'une caverne, mais bientôt pur, sans entrave, comme si j'écoutais à une porte qui venait de s'ouvrir par surprise. Des enfants, des rires, la sortie de l'école primaire. J'ouvris les yeux et braquai le faisceau de ma torche sur les caisses de métal. Je les trouvais en place, serrées près de moi, les unes contre les autres, ayant presque l'air d'attendre. Des enfants ? Seulement des enfants ? Je dépassai Hernandez et Pembry en courant pour rejoindre les toilettes. Je ne saurais vous dire ce qu'ils virent sur mon visage, mais si cela ressemblait à ce que je découvris dans le petit miroir au-dessus du lavabo, je devais évoquer à la fois la terreur et la rédemption. Mes yeux quittèrent le miroir pour l'interphone. Tout problème avec la cargaison devait être rapporté sur le champ, le règlement l'exigeait. Mais que pouvais-je dire au commandant ? J'avais bien envie de tout balancer, d'éjecter les cercueils et d'en finir. Si je racontais qu'il y avait le feu dans la soute, on descendrait en dessous de 10 000 pieds afin que je puisse faire sauter les boulons, larguer toute la cargaison au fond du golfe du Mexique et personne ne poserait de questions. Je cessais de délirer, me redressais et tentais de réfléchir. Des enfants. Pas des monstres, pas des démons, juste des bruits d'enfants qui jouent. Rien qui te fera de mal, rien qui puisse te faire du mal. Chassant le frisson qui me parcourait, je décidai d'aller chercher de l'aide. Hedley dormait toujours sur sa couchette. Un livre de poche aux pages cornées, dont la couverture montrait 2 femmes passionnément enlacées, formait une tente sur sa poitrine. Je le secouai par le bras, et il s'assit. Un instant, il resta aussi muet que moi, puis il se frotta le visage d'une main et bâilla.
Enfin, il me regarda en face, et je vis ses traits se tendre d'inquiétude. Son premier réflexe fut d'empoigner sa bouteille d'oxygène portative, mais l'instant d'après, il retrouvait son expression d'homme prêt à tout. « Qu'y a-t-il, Davis ?» Je cherchais désespérément une excuse. « La cargaison, dis-je. Il y en a peut-être une partie qui a bougé. J'ai besoin d'un coup de main, mon lieutenant. » Son inquiétude se changea en irritation. « Vous avez prévenu le commandant ?»« Non, mon lieutenant, je ne veux pas le déranger encore. Il est possible que ce ne soit rien du tout. » Comme il me considérait d'un air déplaisant, je crus qu'il allait m'adresser des mots bien sentis, mais il me précéda sans rien dire vers la soute. Sa seule présence suffisait à ranimer mes doutes, mon professionnalisme. Mon pas se raffermit, mes yeux se rouvrirent en grand et mon estomac retrouva sa place dans mon abdomen. Pembrey s'était assise près d'Hernandez et tous les deux feignaient l'indifférence. Edley leur accrocha à peine un regard avant de me suivre le long de l'allée entre les cercueils. « Et les lumières principales ?» s'enquit-il. « Elles n'arrangent rien, dis-je. Tenez. » Je lui passai la torche, puis demandai « Est-ce que vous entendez ?»« Est-ce que j'entends quoi ?»« Écoutez bien. » Une fois encore, seulement les moteurs et le courant de jet. « Je ne... » « Chut, écoutez. » Sa bouche s'ouvrit, resta ainsi 1 minute, puis se referma. Les moteurs se calmèrent et les bruits montèrent, véritable brouillard sonore nous imprégnant comme la vapeur d'eau. Je ne réalisais pas combien j'avais froid, avant de remarquer que mes mains tremblaient. « Mais qu'est-ce que c'est que ça, nom de Dieu ?» lâcha Adley. « On dirait... » « Ne le dites pas, » l'interrompis-je. « Ça ne peut pas être ça. » Je désignai de la tête les caisses métalliques. « Vous savez ce qu'il y a dans les cercueils, hein ?» Il ne répondit pas. Un instant, le son parut se déplacer autour de nous, soudain, tout proche, puis lointain. Adley tenta de le suivre avec sa lumière. « Vous arrivez à savoir d'où ça vient ?»« Non, je suis juste rassuré que vous l'entendiez aussi, mon lieutenant. » Le mécanicien se gratta la tête, les traits tirés, comme s'il avait avalé quelque chose de très mauvais et ne parvenait pas à en chasser l'arrière-goût. « C'est du délire !» fit-il, de sa voix traînante. Du coup, le son cessa, et comme auparavant, le rugissement des réacteurs nous emplit les oreilles. « Je vais allumer les lumières. » Je m'écartai hésitant. « Je ne vais pas appeler le commandant. » Le silence d'Adley fut digne d'un conspirateur. Comme je le rejoignis, je le trouvais en train d'examiner une rangée de cercueils bien précise à travers le filet. « Il vous faut effectuer une fouille », dit-il sans inflexion. Je ne répondis pas. J'avais déjà exploré des cargaisons en plein air, mais jamais comme celle-là, pas même des cadavres de soldats. Si tout ce que disait Pembrey était vrai, j'étais incapable d'imaginer pire que l'ouverture d'un de ces cercueils. Le bruit suivant nous fit sursauter tous les deux. Imaginez une balle de tennis mouillée. Maintenant, imaginez le son que produit cette balle en frappant le cours. Une espèce de tchac étouffé, comme un oiseau s'écrasant sur le fuselage. Cela revint, et cette fois je l'entendis à l'intérieur de la soute. Après quelques secousses dues aux turbulences, le bruit d'impact résonna à nouveau. Il parvenait sans conteste d'un cercueil au pied de Adley. « Ce n'est pas un problème grave, » tentait de déclarer le visage de mon compagnon. « On n'a fait qu'imaginer ça. Un bruit issu d'un cercueil ne fait pas tomber un avion, » disait son expression. « Les fantômes, ça n'existe pas. »« Mon lieutenant, il faut qu'on voie, » décida-t-il. Le sang revint s'accumuler dans mon estomac. « Voir, » avait-il dit. Je ne voulais pas voir. « Appelez le commandant à l'interphone et dites-lui d'éviter les secousses, » reprit-il. Je sus à cet instant qu'il allait m'aider. Il n'en avait aucune envie, mais il allait m'aider néanmoins. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Pembrey. Elle s'approcha pour me regarder ôter le filet d'une rangée de cercueils tandis que le mécanicien se chargeait de déboucler les sangles qui les maintenaient. Les tranquillisants ayant agi, Hernandez dormait, la tête inclinée sur la poitrine. « Il faut qu'on examine la cargaison, » dis-je sur un ton neutre.
Il est possible qu'un déséquilibre se soit produit pendant le vol. Elle m'empoigna le bras quand je passais près d'elle. Est-ce que c'est tout? Un poids qui s'est déplacé? Il y avait un soupçon de désespoir dans sa question. Dites-moi que j'ai tout imaginé, implorait son regard. Dites-le-moi, je vous croirai et j'irai dormir un peu. C'est ce que nous pensons, acquiesçai-je. Ses épaules s'affaissèrent et son visage se fendit d'un sourire trop large pour être authentique. Dieu merci, je croyais être en train de devenir folle. Je lui tapotai l'épaule. Bouclez votre ceinture et reposez-vous, lui conseillai-je. Elle le fit. Enfin, j'étais en train d'agir. En tant que chef de soute, je pouvais mettre un terme à ces bêtises. Je m'activais donc, défiais les sangles, grimpais sur les cercueils, basculais celui du haut pour le déloger, le portais plus loin, le fixais, ôtais le suivant, le portais, le fixais, et ainsi de suite. Les joies de la répétition facile. Hadley ne s'interrompit pas avant que nous atteignions le cercueil du bas, celui qui faisait du bruit. Il demeura immobile tandis que je tirais assez la longue boîte métallique pour pouvoir l'examiner. Sa posture, quoique naturelle, exprimait le dégoût, une émotion qu'il serait capable de masquer au milieu d'autres vétérans de l'armée de l'air bravaches. Après quelques bières, mais pas maintenant, pas à moi. Un examen de routine de l'emplacement du cercueil et des caisses voisines ne releva ni dégâts ni défauts évidents. Un bruit résonna. Encore un tchac humide. À l'intérieur. Le mécanicien sursauta autant que moi. Sa froide révulsion était impossible à dissimuler. Je réprimais un tremblement. « Il faut qu'on l'ouvre », dis-je. Hadley n'en disconvint pas, mais, comme le mien, son corps ne se mit en branle qu'avec lenteur. S'accroupissant, une main plantée sur le couvercle du cercueil, il défit les fermoirs de son côté. Je l'imitais du mien, me découvrant les doigts moites sur le métal froid et tremblant un peu quand je posais fermement ma main sur le couvercle. Nos regards se croisèrent en un instant chargés de toute la résolution qui nous restait. Le cercueil s'ouvrit sous nos efforts conjugués. Une mouche grasse et luisante sortit du sac et se dirigea vers Hadley dans un battement d'ailes paresseux. Le mécanicien se releva lentement et se campa, comme sur le point de recevoir un coup au corps. Il regarda l'insecte s'élever, décrire en virevoltant une trajectoire malhabile. Puis il mit fin à la scène en reculant d'un pas pour le frapper. J'entendis claquer la gifle, tout en lâchant entre ses lèvres un bruit de nausée. Quand je me relevais, j'avais les tempes qui palpitaient, les jambes flageolantes. Je m'appuyais contre un cercueil voisin, un goût rance au fond de la gorge. « Refermez ça !» ordonna Hadley, comme s'il avait la bouche pleine. « Refermez ça !» Mes bras se changèrent en caoutchouc. M'étant cuirassé, je levai la jambe et poussai le couvercle du pied. Il se referma avec un bruit d'obus qui explose. La pression martelait mes oreilles comme pendant une descente rapide. Le mécanicien se posa les mains sur les hanches, baissa la tête et prit de profondes inspirations par la bouche. « Oh bon Dieu !» croassa-t-il. Je perçus un mouvement. Pembry se tenait près des cercueils alignés, le nez froncé par le dégoût. Qu'est-ce qui sent comme ça? Tout va bien. Je me relevai capable de bouger un bras et d'effectuer ce que j'espérais être un geste décontracté. On a trouvé le problème, mais il a fallu ouvrir. Allez vous asseoir. L'infirmière s'entoura de ses bras et retourna à son siège. Je pris encore quelques profondes inspirations, puis l'odeur se dissipa assez pour que nous puissions agir. « Il faut le fixer », dis-je à Hadley. Il leva du sol des yeux qui n'étaient que des fentes étroites. Ses poings étaient serrés et son large torse se dressait tout droit, en une posture farouche. Au coin de ses yeux, une tache d'humidité étincelait. Il resta muet. Le cercueil redevint un élément de la cargaison quand je rebouclai les fermoirs. Hadley unit ses efforts aux miens pour le remettre en place. En quelques minutes, les autres caisses furent calées, les sangles serrées, le filet déployé et fixé. Le mécanicien attendit que je termine, puis retourna avec moi en direction du cockpit.
Je vais annoncer au commandant qu'on a résolu le problème et qu'on peut repasser à pleine vitesse, dit-il. Je hochai la tête. Encore une chose. Si vous voyez une mouche, tuez-la. Vous ne l'avez pas... Non. Ne sachant que dire d'autre, je répondis « Bien, mon lieutenant ». Pembry, le nez levé, feignit de dormir sur son siège. Hernandez était assis tout droit, les paupières mi-closes. Il me fit un signe d'approcher, de me pencher. « Vous les avez laissés sortir pour qu'ils aillent jouer ?» demanda-t-il. Je ne lui répondis pas. Dans mon cœur, je sentais le même pincement lorsque j'étais enfant à la fin de l'été. Après l'atterrissage à Dover, un détachement funéraire en tenue de cérémonie déchargea tous les cercueils et administra les rites funéraires convenables à chaque personne. J'apprendrai ensuite que les corps continuant d'affluer, la formalité avait été abandonnée au profit d'un accueil des avions par un unique chapelain de l'armée de l'air. À la fin de la semaine, j'étais de retour au Panama, la panse bourrée de dinde et de rhum bon marché. Plus tard, je partis livrer des provisions à la base de missiles guidés des îles Marshall. Au Military Air Command, on n'est jamais à court de cargaison. La cargaison est une nouvelle de Michael Lewis, extraite du recueil Classe Tourisque, publié en livre de poche. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.